Keiko Kourdi, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de votre film que vous présentez ici au 32e Festival d'Alès. D'abord, première question, comment ça se passe? Vous venez de le lancer, vous venez de le présenter là maintenant, il est projeté. Comment ça se passe? Comment vous vivez ce moment-là? La salle est pleine, donc ça me fait très très plaisir. Je suis à Alès, donc je suis très heureuse parce que l'équipe, depuis que je suis arrivée, est vraiment très très chaleureuse et je suis très bien installée et très bien accueillie. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici, de présenter ce film ici, dans un endroit vraiment qui est très loin du Japon. Et je pense que c'est important de partager ce qui est en train de se passer là-bas. Et je suis vraiment très contente de voir qu'il y a autant de public ce soir pour voir le film. Alors, le titre, Au-delà du nuage, ça parle donc de l'après-Fukushima. Film émouvant et en même temps, on se questionne aussi, bien sûr, évidemment, sur ce drame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement le processus et ce que c'est que ce film, de quoi il parle, hein? Enfin, pas évidemment, pas en détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais nous en faire un petit résumé. Alors, ce film est né d'un choc émotionnel que j'ai eu le 11 mars 2011, lorsque j'ai appris qu'il y avait eu ce grand tremblement de terre de force 9.0, suivi d'un tsunami qui a dévasté 500 km de côte. Tout le nord-est du Japon a été totalement rayé de la carte. Et suivi d'un accident, d'une explosion nucléaire et d'un accident le plus fort sur l'échelle des accidents nucléaires à la centrale de Fukushima. J'ai appris cette nouvelle, j'ai été bouleversée. J'attendais ça quelque part. Ça faisait longtemps qu'on nous disait au Japon qu'il y allait y avoir un tremblement de terre énorme, un méga séisme, un méga tremblement de terre. Et j'ai eu envie de partir tout de suite. Il a fallu que je parte, je prenne ma caméra. Ça a mis un petit mois et demi pour que je puisse enfin avoir mon billet. Je suis partie. Et c'est comme ça que ce film a démarré. C'était un peu une situation de guerre. L'avion était vide, personne ne voulait aller au Japon. Et, et voilà, et je suis partie à la rencontre des gens. J'étais tout de suite dans le nord. J'ai pris ma voiture. L'armée avait déblayé les routes et j'ai commencé à voir un peu ce qui se passait, à témoigner, à rencontrer des gens, à apporter ce que je pouvais apporter. Et voilà, donc j'ai commencé par faire d'abord un web documentaire. Et un producteur japonais m'a dit par la suite, il faut faire un film documentaire, long métrage. Donc j'ai continué en faisant toute mon équipe était japonaise, hein. Enfin, au départ, je suis partie toute seule avec ma caméra, mais un an après, j'y suis retournée. Et là, j'avais un caméraman japonais, bon, un ingénieur son japonais, donc j'avais une équipe japonaise. J'ai pu faire toute la post-production au Japon. Donc j'ai fait tout ce film au Japon en l'espace de 2 ans à peu près. Alors, vous dites, d'abord, il y a deux choses. On a le sentiment qu'il y a de votre part un besoin, un désir urgent de retrouver ce pays. Alors, Mhm. vous retrouvez ce pays, c'est-à-dire que vous le Mhm. connaissez bien déjà? Vous y avez vécu Oui, peut-être? alors moi je m'appelle Keiko, j'ai un prénom japonais. Mon père était le correspondant de l'ORTF, la télévision française, dans les années 60 à Tokyo, au Japon. Il couvrait toute l'Asie depuis Tokyo. Il a rencontré ma mère là-bas. À l'époque, il voulait faire un film, il cherchait une actrice, il a trouvé ma mère très belle, il l'a fait jouer dans son film. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Donc j'ai été au Japon jusqu'à l'âge de 2 ans. Et puis après, j'y suis retournée à 21 ans. Et là, j'ai fait mes études supérieures, j'ai fait un doctorat au Japon. J'ai commencé à y travailler en tant qu'artiste, metteur en scène. J'ai aussi enseigné dans une université d'art et de design à Kyoto. Voilà, donc j'ai vécu presque la moitié de ma vie au Japon. Donc le Japon, c'est ma seconde terre en fait, hein. Donc j'ai des liens très très forts, même si ça se voit pas, mais voilà, j'ai des liens très très forts avec le Japon qui ont fait que quand ça s'est passé, il fallait absolument que je sois là-bas pour soutenir les gens que j'aimais et retrouver cette terre qui fait partie de moi. Cette urgence justement du départ soudain et ce choc que vous avez ressenti quand vous avez appris, quand vous avez vu les images sans doute. Oui, oui, j'ai vu les images. Je devais aller à Londres, j'avais une conférence, je suis partie. J'étais vraiment dans un état désastreux. Enfin, désastreux, non, mais je pensais qu'à ça. J'ai appelé le dimanche soir, ça s'est passé un vendredi. J'ai appelé le dimanche soir mon oncle qui était chef du SAMU à Nîmes, Donc, il y a très longtemps, et qui avait été au tremblement de terre de Mexico pour aller déblayer avec les chiens quand il y avait eu ce fameux grand tremblement de terre à Mexico. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je veux partir en tant qu'interprète avec les pompiers français. Parce que je sais que ça manque les gens qui parlent la langue. Le Japon, c'est vraiment non seulement une langue, mais c'est une culture. Et il faut la connaître pour vraiment pouvoir aider. Et les pompiers français, bon, ils ne sont pas très au fait du Japon.
Donc j'ai proposé mes services d'interprète, il a appelé l'armée, le colonel lui a dit non, désolé, notre équipe est déjà prête, on part lundi matin, voilà. Et ils sont partis, ils avaient une interprète déjà prévue sur place, une japonaise, donc ils n'ont pas eu besoin de mes services, donc j'ai pas pu partir. Et j'étais là, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et voilà, donc je suis partie avec ma caméra peu de temps après. Alors justement, vous parlez de votre culture donc japonaise qui, on le sent bien dans le film d'ailleurs, vous ouvre des portes parce que quand on voit quand on entend les confidences des personnes que vous avez rencontrées sur place, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de pudeur et que finalement la confidence se fait quand même. Oui, alors en fait, c'est assez étonnant parce que j'ai un double statut. C'est-à-dire à la fois, je suis une étrangère. Pour eux, je suis une étrangère. Mais je parle la langue et ils sentent que je suis comme eux dans le sens où je connais la culture. Je connais les codes de communication et de la culture. Donc, ils peuvent se lâcher un peu plus parce qu'ils sont avec une étrangère. Quelquefois, ils disent des choses qu'ils n'oseraient pas dire à des Japonais parce que ça paraît tellement évident à des Japonais qu'on n'en parle pas. Il y a beaucoup de non-dits au Japon. Mais comme je suis une étrangère, on en parle quand même, ce qui nous arrange parce que ça met des mots sur des choses, sur des émotions qui ne diraient pas forcément à des Japonais, mais qui me diront à moi parce qu'ils savent que je suis française. Et en même temps, ils peuvent me le dire en toute confiance parce qu'ils sentent que je les comprends et que voilà, et j'ai de l'empathie et je les aime et je comprends la langue. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de portes, en effet. Alors vous faites dans votre film, ce sont pas vraiment des portraits, on peut pas dire que ce soit vraiment des portraits. Mais en même temps, c'est des bouts d'histoire et des bouts de destin en fait, de personnes qui ont vécu cette catastrophe, avec différents regards, donc différents points de vue. Et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a du fatalisme aussi, et des prises de position différentes. Est-ce que vous voulez nous en parler de ça, justement, de ces différents aspects? Alors moi, je ne parlerai pas de fatalisme, parce que je crois que dans la culture japonaise, le fatalisme n'existe pas, en dépit de ce que peuvent dire beaucoup de Français qui voient les Japonais de l'extérieur. Au Japon, on ne voit pas le monde comme ça. On accepte les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on voit une réalité, ma maison a disparu, tout est dévasté. Et à partir de là, on dit, cette réalité est là, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je peux pleurer et voilà, pleurer sur mon sort et me morfondre, il y a des gens qui font ça. Mais je peux aussi réagir, me dresser, avancer, chercher un moyen de m'en sortir. Et c'est plutôt l'esprit japonais. Ils sont très pragmatiques. Et ils oublient très vite, le plus rapidement possible, en fait, tout ce qui leur est arrivé de mal pour essayer d'aller de l'avant. Alors c'est très bien, c'est des attitudes très positives qu'ils font, surtout dans le nord du Japon. Ce sont des gens qui endurent énormément. Ils ont cette tradition. Même au Japon, ils sont connus, pour les Japonais de Tokyo ou du sud du Japon, pour être des gens qui endurent beaucoup les choses difficiles. C'est un pays de neige, c'est un pays de montagne, le nord du Japon. Voilà. En revanche, le problème de cette attitude que moi j'admire énormément et qui est très positive, c'est l'oubli. C'est qu'on a tendance à oublier ce qui nous est arrivé de pas bien et donc on n'en tire pas les conséquences parce qu'on passe le plus rapidement possible à autre chose. Et quelquefois, le deuil ou réagir violemment se révolter, ça aide à réfléchir à quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui pourrait être modifié. Et le problème au Japon, c'est que très vite, on oublie ce qui n'a pas marché ou le problème qu'il y a eu, et on essaie d'aller ailleurs. Mais ça empêche d'en tirer des conséquences et ça empêche de changer finalement le système. Voilà, c'est un peu les deux côtés. Alors, vous avez rencontré une jeune fille justement dans son village qui explique que finalement rien n'a changé, qu'il continue à vivre comme avant. Simplement, il mesure le taux de radioactivité donc dans les légumes, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure de la confidence, elle finit par avouer quand même qu'elle est un peu inquiète. Oui. Et c'est peut-être ce que vous décrivez là, justement, c'est que on est dans l'oubli, mais en même temps, il y a quand même une inquiétude qui est là quand même. Ouais. Il y a une inquiétude permanente. Alors, cette jeune fille est charmante, elle est séduisante, elle est intelligente. En même temps, elle vous dit tout va bien, comme on a l'habitude de dire là-bas. Mais dès qu'on cherche un petit peu, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que finalement, tout va pas si bien que ça. Et d'ailleurs, là, peu de temps après, cette jeune fille demandait à un médecin, que j'ai aussi interviewé dans le film, est-ce que vous croyez que je pourrais avoir des enfants? Donc, voilà, elle dit que tout va bien, mais finalement, non seulement elle avoue qu'elle a eu peur au début, mais voilà, elle a toujours cette inquiétude. Elle a été contaminée. La contamination, c'est
propagé surtout la première semaine, et notamment le mardi qui a suivi le tremblement de terre du vendredi. C'est là que les vents ont poussé la radioactivité vers la Terre, vers Tokyo, vers le nord du Japon, et c'est là qu'il y a eu le plus de radioactivité propagée. Et donc là, plein de gens ont été contaminés. Le premier jour, le deuxième jour, le samedi et le mardi. Et cette jeune fille, elle était dehors, elle était absolument sans protection, et elle vivait dans une maison où, en effet, il y avait un très fort taux de radioactivité. Et son père, qui travaillait à la mairie, n'a pas voulu évacuer ses enfants et n'a pas voulu les emmener ailleurs. Si elle avait une mère, sa mère était morte. Si elle avait une mère, sa mère les aurait peut-être emmenés. Il y a beaucoup de mères qui sont parties avec les enfants quand les hommes continuaient à travailler. Mais elle, voilà, elle est restée. Donc, elle a été irradiée. Alors, même si aujourd'hui, on ne peut plus voir beaucoup de traces dans son corps parce que ça s'évacue avec le temps, le césium-137. L'iode 131, qui est une des sources de radioactivité qui s'est le plus propagée au début avec le césium-137. L'iode 131, au bout de 8 jours, sa demi-vie cesse. Donc, après, on n'en voit plus de traces. Césium-137, c'est 30 ans, c'est déjà un peu plus. Hein, mais ça sort du corps. Par contre, l'impact que ça a eu sur les organes, ça reste. Il est définitif. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a... environ, enfin non pas environ, il y a 75 cas de cancer qui ont été trouvés, de la thyroïde, qui ont été trouvés chez les enfants, sans qu'on puisse vraiment dire que c'est vraiment la centrale qui ait fait ça. Enfin, personne ne veut se prononcer pour dire oui, c'est la conséquence directe. Bon, voilà, après, les gens ne sont pas dupes. Voilà. Alors, autre moment fort du film, c'est quand vous suivez deux femmes qui reviennent dans leur maison. Qu'elles ont laissé telles quelles depuis 2 ans ou 1 an et demi, du coup, c'est 1 an et demi à peu près. Oui, 1 an en fait, 1 an. Ouais. Après la catastrophe. Et là, pareil, beaucoup de retenue, beaucoup d'émotions et surtout ce sentiment d'un danger invisible qui nous saisit, nous aussi, le spectateur, parce que à un moment donné, une des femmes dit « J'aurais préféré que tout soit détruit, ça aurait été plus facile, du coup ». Parce que là, tout semble normal, mais il y a comme quelque chose qui cloche et on ne sait pas quoi, en fait. Ouais, le problème de la radioactivité, c'est que ça ne se voit pas. C'est vraiment là, comme ça. Là, on pourrait être dans une zone très irradiée. On serait là, tranquillement, à parler. On sent rien, on voit rien. Donc, c'est ça qui est très, très troublant pour tout le monde et très difficile à accepter. Et pour tous ces gens qui doivent abandonner leur maison alors qu'il n'y a absolument rien de visible, hein, évidemment. C'est un drame, c'est un véritable drame. C'est faire le deuil de quelque chose qui n'a pas été détruit, finalement. Donc, c'est très difficile d'arriver à se représenter ça. Oui, mais ces gens-là, vous avez peut-être vu aussi, ils vivent maintenant dans des logements temporaires, dans des logements très étroits. Tous ces gens-là vivent dans de très grandes maisons. C'est la campagne japonaise, donc ils avaient tous des grandes maisons traditionnelles. Maintenant, ils vivent dans des petits espaces carrés. Voilà, alors ça leur fait prendre la mesure. Ils ont quand même été évacués officiellement. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai que c'est très difficile psychologiquement d'accepter ce type de pollution qui est totalement invisible. Alors, autre thème, et bien évidemment que vous développez dans le film, c'est bien sûr la nature, donc la nature omniprésente, et en même temps, du coup, la façon aussi qu'ont les habitants de Fukushima et aux alentours de s'adapter à cette nature et de finalement passer au-delà de cette catastrophe et essayer quand même toujours de garder ce lien primordial avec la nature qui semble tellement important aux yeux des Japonais. Oui, c'est vrai. La nature... Alors moi, je vais dire, il y a la nature, voilà, il y a un lien traditionnel, culturel aussi à la nature. Mais il y a aussi un lien, moi je dirais, à la terre, qui fait que ces gens-là ne veulent pas partir, ils ne veulent pas quitter leur terre. Et j'en parlais aujourd'hui, pour les Japonais, c'est un peu comme si vous voulez, on vous dit que votre jambe est malade. Alors, vous avez le choix, vous gardez votre jambe et vous la soignez et vous vivez avec et vous essayez d'arranger la chose en vivant. Vous pouvez aussi vous la couper. Mais c'est quand même un déchirement beaucoup plus radical. Et pour les gens là-bas, ils préfèrent vivre avec leur jambe malade. Ils préfèrent vivre avec leur terre qui est malade. Et donc, eux-mêmes vont être malades. Ils font partie du même organisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et la nature. Entre soi et la nature. On fait partie, on vit ensemble, on a vécu, on est né sur cette terre, dans cette ville, dans ces campagnes, dans ces paysages, sous ce ciel. Là, il y a un immense cerisier en fleurs qu'on voit fleurir tous les ans au mois d'avril. Je pense à une ville où j'ai interviewé plusieurs personnes. Voilà, tous les ans, il fleurit, il continue à fleurir. Le ciel est toujours aussi bleu. Et il y a un danger qui est là, qui fait qu'il y a du stress. Mais voilà, on ne se coupe pas la jambe, on vit avec. Et on endure ensemble les problèmes.
Alors, autre aspect donc, de cette catastrophe, c'est bien sûr la défaillance, on peut dire, des autorités. Vous en parlez dans le film, sans forcément dénoncer. C'est simplement des personnes que vous avez rencontrées qui ont elles-mêmes dénoncé ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot justement de ce sentiment parce qu'il y a... Alors, il y a une perte de confiance totale des Japonais dans leur gouvernement. Vraiment, là, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Ça a été quelque chose de clair que tous les Japonais vous diront aujourd'hui. Il y a eu trop de mensonges, les médias et le gouvernement. Il y a eu trop de non-dits. Il y avait eu fusion des cœurs des réacteurs, donc chose très importante, ce qui n'a pas été dit avant, je crois, 1 mois et demi, avant 2 mois après la catastrophe, ce qui est énorme. Alors que tous les spécialistes internationaux du nucléaire disaient, mais oui, il y a eu fusion. Mais non, c'était pas encore dit officiellement. Donc les gens, vraiment, une perte de confiance de leur gouvernement, qui fait qu'ils ont été laissés à eux-mêmes et ils ont appris à se débrouiller tout seuls. Il y a ce sentiment maintenant qu'on est seul et on doit s'en sortir tout seul. Et ce que j'ai remarqué de plus étonnant, c'est beaucoup de femmes. Parce que ce sont des femmes, elles ont ce sens de la vie, elles protègent leurs enfants. Beaucoup de femmes qui sont très actives. Et puis bon, énormément d'associations locales qui se sont créées pour prêter des compteurs Gégère, prêter des machines pour mesurer la nourriture, l'eau, pour que les gens puissent manger sainement et boire sainement, pour rassurer la population, chose que le gouvernement n'a pas fait du tout. Ce sont que des associations locales qui ont fait ça. C'est quand même aberrant. Nous, en France, ce serait impensable. Voilà, là-bas, ce sont les gens qui se sont débrouillés pour s'en sortir tout seuls. Et moi, je les admire énormément, mais c'était la seule solution. Donc, en effet, le gouvernement, après ça... en plus, le gouvernement avait des informations d'un logiciel qui s'appelle Speedy, qui a modélisé comment les vents s'étaient déplacés, donc où étaient les zones radioactives et où étaient les zones donc, qui ont été contaminées. Mais ils n'ont pas transmis ça à la population. Donc en fait, il y avait une telle panique. C'est pas qu'ils l'ont pas voulu transmettre. Il y a eu en fait des fax qui ont été envoyés dans certaines mairies avec des chiffres expliquant tout ça. Mais tout le monde était tellement débordé par la catastrophe, débordé par ce qu'ils se pensaient. Et comme on leur avait toujours dit que le nucléaire était complètement sûr, ils n'arrivaient pas à le croire. Ils n'arrivaient tellement pas à le croire que même s'ils voyaient les chiffres, ils disaient non. Et puis en plus, c'est invisible. Donc voilà, donc les autorités locales, en effet, n'ont pas du tout rempli leur rôle de protection des populations qu'ils auraient dû avoir. Et vous montrez un paradoxe d'ailleurs dans le film, c'est que d'un côté, certains habitants disent on n'est pas contre le nucléaire pourvu que ce soit sûr et que du coup on fasse des installations sûres, ce qui est quand même étonnant après Fukushima justement, mais il y a quand même personne qui pense ça. Et en même temps, vous montrez aussi ce mouvement de colère et de protestation qui a pris forme dans le pays. Oui. Alors, le paradoxe, c'est que les gens qui ont dit finalement, le nucléaire, si c'est sûr, pourquoi pas. C'est cette jeune lycéenne de 17 ans qui habite tout près d'une centrale dans une zone très contaminée. Donc, c'est vraiment très paradoxal. Mais ça montre la puissance de ce mythe du nucléaire sûr. Et là, aujourd'hui, 3 ans après, tout le monde en parle. Et je crois qu'elle parlerait différent aujourd'hui, 3 ans après, cette jeune fille. Faudrait que je lui en parle la prochaine fois, parce que je vais la voir la prochaine fois. Je vais aller au Japon. J'allais vous poser la question. Oui, on est amis sur Facebook, alors on se parle de temps en temps. Mais je lui parle pas de ça trop. On parle plutôt de nourriture, de fleurs, de printemps, voilà. Non, il y a énormément de gens qui se dressent. Il y a des manifestations tous les vendredis soirs devant la résidence du Premier ministre. Il y a beaucoup. Alors pas autant qu'en France. Si ça avait été en France, ce serait d'une autre ampleur. Mais il faut savoir que les manifestations sont assez mal vues au Japon. Et là, les gens ont quand même le courage de sortir. Mais des gens, tout le monde, c'est-à-dire femmes, enfants, vous avez vu dans le film, femmes, enfants, salaryman, c'est-à-dire les hommes avec leurs attachés-caisses qui bossent pour les entreprises, tout le monde, toutes tendances confondues, pas du tout dirigées par des partis politiques, ce sont des jeunes qui ont lancé les appels sur Internet. Et alors ça, pour ça, Facebook et Twitter, surtout Twitter, a été incroyable de ce point de vue-là pour lancer les manifestations. Et voilà, et ça continue toutes les semaines, avec des points plus ou moins forts. Mais c'est un combat qui n'est pas terminé. Enfin, c'est très, très long. Et il faut que ça prenne plus d'ampleur, je crois, pour que les gouvernements réagissent. Une fois, j'étais à une manifestation. On était devant la résidence du Premier ministre. La déclaration qu'on a entendue après à la presse, le Premier ministre a dit « Mais ça fait beaucoup de bruit dehors ». Il y avait 180 000 personnes sous ses fenêtres. Oui, ça fait du bruit. Oui. Donc, voilà, il y avait à cette époque-là, donc là, c'était en 2012, ces manifestations dont je vous parle, qui ont été les plus grosses manifestations qu'il y a eu. Un mépris des politiques et même des médias qui ont très peu relaté les manifestations. Vous
disais qu'il y avait eu un reportage de 15 secondes ou quelque chose comme Ouais, ça dans la NHK, bon, l'équivalent de France Télévisions, au journal du soir, le plus vu. Finalement, la deuxième semaine, parce qu'il y avait eu énormément de pression sur les réseaux sociaux, on a parlé. Avant, personne n'en parlait. Moi, j'étais effarée. Et parce que c'est tellement rare au Japon de voir autant de manifestations, c'est tellement rare. Voilà, mais 15 secondes. Mais déjà, ils en ont parlé. Voilà. Maintenant, les gens sont au courant quand même qu'il y a des manifestations, qu'il y a des gens qui luttent contre ça. Mais c'est quand même pas la majorité. La majorité a envie d'oublier. La majorité préfère aller voir les pop idols, les jeunes filles qui chantent et qui dansent. Voilà, les gens ont envie d'oublier, les gens ont envie de passer à autre chose. Sauf les gens de Fukushima, évidemment. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose que je ne vous ai pas posé comme question, je ne sais pas. Est-ce que vous les avez revus d'ailleurs, tous ces gens ou pas? Oui, certains, pas tous. J'étais encore, parce que je suis en train de préparer un nouveau film qui s'appelle Sur les ouvriers de la centrale, les liquidateurs qui travaillent en ce moment dans la centrale. Donc c'est un nouveau film long métrage dans lequel je veux beaucoup plus montrer les zones interdites et les zones dévastées. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans les zones interdites. Et les ouvriers qui en ce moment travaillent pour nous. Il faut le savoir, il faut le dire à tout le monde, ils travaillent pour nous, pour refroidir les réacteurs en fusion en permanence. Donc ça fait des tonnes d'eau contaminée tous les jours pour pas que ça explose. Parce que là, si pour le coup ça explose, aujourd'hui, c'est jusqu'en France que ça ira. L'explosion a été contenue le 11 mars. C'est de l'hydrogène qui a explosé. Mais l'explosion a été contenue. Si maintenant, ce qui reste, ce magma en fusion, le cœur des réacteurs qui a fondu a explosé, ça traverse toute la planète à une très forte intensité. Donc voilà, je prépare ce nouveau film sur les ouvriers de la centrale et je retourne filmer bientôt. Bon, on espère vous revoir bientôt sur Alès, en tout cas pour nous présenter peut-être ce nouveau film. Merci. Et puis en espérant bien sûr que ça se passe bien. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Donc voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.